D'habitude, quand on parle d'une douleur ou d'un diagnostic médical, on a tous cette attente d'une précision qui est genre presque clinique. Ouais, c'est vrai. On veut du concret. Voilà, on veut de l'ingénierie biologique, tu tombes, tu te casses le bras, on te fait une radiographie, et là, la radio te montre une belle ligne blanche bien nette sur un fond noir. C'est ça. Et le médecin n'a plus qu'à pointer la fracture avec son stylo. Exactement. Il te dit un truc du genre, eh bien voilà, le problème est là, on répare ça, et en voir. C'est carré. C'est hyper rassurant, cette binarité au fond. Cassé ou intact. Malade ou guéri. Carrément. Notre esprit humain, il est programmé pour chercher cette clarté visuelle. Pouvoir mettre une étiquette sur une anomalie physique, ça nous donne, du coup, une sorte d'illusion de contrôle sur le chaos ambiant, tu vois. Sauf que, et c'est là que ça se corse, dès l'instant où l'on quitte les os et la chair pour pénétrer dans le domaine de la douleur psychologique, bah ça marche plus du tout. Ah non, là, c'est un autre monde, hein. Les traumatismes émotionnels, cette espèce de souffrance intérieure sourde dont on parle souvent, eh bien face à ça, l'appareil de radiographie, il devient complètement inutile. Complètement. Il n'y a plus rien à flasher. On se retrouve à ça un paysage qui est, pour être honnête, le flou total. On peut pas photographier une angoisse, quoi. On peut pas juste isoler la tristesse sur une plaque de verre. Et c'est exactement là que réside toute la complexité des eaux troubles de notre expérience humaine. Je veux dire, comment tu quantifies un truc pareil? Bah ouais, comment tu le prouves même? Exactement. Comment prouver l'existence d'une chose qui détruit littéralement quelqu'un de l'intérieur, mais qui, de l'extérieur, ne laisse absolument aucune trace sur la peau? Et c'est précisément ce paradoxe qui nous amène à notre exploration d'aujourd'hui. Je suis ravi de plonger là-dedans avec toi d'ailleurs. Moi aussi, je suis très impatiente. Le sujet est dense. Il l'est, ouais. Parce que notre source du jour, bah, c'est pas un essai clinique exhaustif ou un gros rapport de psychiatrie de 500 pages. Non, c'est beaucoup plus direct que ça. C'est une simple image statique. Plus précisément, on va se pencher sur une huile sur toile de l'artiste peintre marocain Dani Zouhir, qui est originaire de la ville de Meknès. Une œuvre vraiment frappante. C'est le mot. Et le plus troublant, je trouve, c'est que cette simple image silencieuse, elle réussit à crier une vérité sur la mécanique de notre souffrance. Et ça, d'une manière beaucoup plus viscérale que genre un long discours théorique. C'est la force de l'art visuel, quand il est bien maîtrisé. D'accord. Décortiquons un peu tout ça, commençons par l'anatomie même de ce choc visuel, si tu veux bien. Allons-y. Ce qui frappe immédiatement l'œil quand on regarde cette fameuse toile, c'est pas tant les personnages eux-mêmes au premier abord, mais l'endroit où ils se trouvent. Ou plutôt, l'endroit où ils ne se trouvent pas, en fait. Ouais, ce vide environnant, il est primordial dans la composition. C'est saisissant. On a ces deux figures humanoïdes au crâne complètement rasé, avec une peau super pâle, presque cadavérique, tu sais, qui tire un peu sur l'ocre. Et elle flotte. Elle flotte littéralement sur un fond qui est entièrement blanc. Il y a rien. Rien du tout. Un vide clinique absolu. C'est ouf. Moi, ça me donne l'impression que l'artiste, il les a enfermés dans une chambre d'isolation sensorielle. Genre, il n'y a aucune ligne d'horizon, il n'y a pas de mur pour délimiter l'espace de la pièce. Même pas une ombre portée sur un sol imaginaire, tu remarqueras. Non, que dalle. Il n'y a aucun décor pour offrir une porte de sortie au regard du spectateur. Mais d'un point de vue purement physiologique, pourquoi notre cerveau réagit avec autant d'inconfort face à ce vide dans une image? Eh bien, c'est tout simplement une question de survie neurologique. Notre cortex visuel, il passe son temps à scanner notre environnement à la recherche d'ancrage. Des repères, quoi. Potentiel, voici la distance entre toi et cette menace. Ok, je vois. Donc le fait d'enlever tout ça, ça nous perturbe. Exactement. En supprimant tout contexte spatial, l'œuvre prive directement le cerveau de ses repères naturels. Du coup, l'amygdale, qui gère la peur et l'anxiété dans notre cerveau, commence à s'activer. Ah, carrément. On passe en mode alerte, en fait. Voilà. Danny Zouhir refuse catégoriquement de nous rassurer avec un arrière-plan qu'on connaîtrait. Et ce choix, c'est pas qu'esthétique, hein. C'est une vraie manipulation psychologique. Et c'est super fort. Ça transforme une simple scène en un drame intemporel, tu vois. C'est suspendu dans une sorte d'espace mental clos où toute fuite est juste impossible. Franchement, je dois t'avouer un truc. C'est une toile fascinante à analyser pour nous aujourd'hui, mais je serais genre absolument terrifié à l'idée de l'accrocher dans mon propre salon. Je te comprends totalement, le malaise est hyper palpable. Grave. Et ce fond clinique, bah, il fait qu'exacerber l'autre élément choc de l'œuvre. Ce contraste chromatique d'une violence inouïe. Le rouge? Ouais, ce rouge. Sur ce fond blanc aveuglant et ses peaux blafardes, il y a soudainement ce fluide rouge. Un rouge vif, lourd, sanglant, qui monopolise complètement l'interaction entre les deux personnages. Et à part la petite signature discrète de l'artiste en bas, c'est vraiment la seule couleur saturée de toute la composition. C'est ça.
Et ça capte le regard avec une agressivité presque physique. Biologiquement parlant, l'être humain est programmé pour repérer le rouge vif instantanément. C'est la couleur de l'alerte maximale, tu sais, c'est le sang artériel, la blessure toute fraîche. Le danger immédiat, ouais. Posé sur ce fond sans repère dont on parlait, ce fluide rouge y prend tout de suite une dimension chirurgicale. Il s'impose avec une telle lourdeur qu'il devient presque le personnage principal du tableau. C'est vrai que l'ombre légère, tu sais, un peu grisâtre, qui est esquissée derrière les figures, elles servent uniquement à détacher encore plus cet écoulement écarlate. Tout à fait, ça le rend insupportablement présent. On a l'impression de pouvoir le toucher. Ce qui m'amène du coup à me poser la question centrale du mécanisme qui est décrit ici. Parce que pour comprendre pourquoi ce sang est si présent, faut quand même regarder d'où il vient. Et c'est là que l'analyse se complique. Bah oui, la source du flux, c'est le personnage situé dans la partie supérieure de la toile. Et franchement, la posture est profondément dérangeante. Il est à l'envers. Voilà, il est dessiné à l'envers, la tête en bas. Son crâne pointe vers le sol, comme s'il était attiré par la gravité. Mais le truc le plus marquant, c'est qu'il porte un large bandeau blanc fermement noué sur les yeux. Un bandeau qui nous donne d'ailleurs une indication cruciale si tu regardes bien. Il y a une tache rouge sombre juste au niveau de l'œil gauche. Ouais, je l'ai vu. Cette tache, elle suggère que cette cécité, c'est pas juste une simple ignorance naïve. Genre, c'est pas quelqu'un qui refuse gentiment de voir. C'est le résultat d'un traumatisme direct, d'une vraie fraction violente. C'est une blessure qu'on a essayé de cacher, en fait. Exactement. Une blessure qu'on a tenté de dissimuler ou de contenir avec ce bout de tissu. Et c'est précisément ce détail qui me pose un énorme problème logique. Alors, qu'est-ce que tout cela signifie? Parce que si la blessure initiale se trouve au niveau des yeux, sous ce bandeau, la logique voudrait que le sang s'écoule directement de cette plaie, non? On est d'accord, anatomiquement, c'est ce qui devrait se passer. Pourtant, là, dans l'œuvre de Denis Weir, le sang ne coule pas de l'œil. Il jaillit à flot de la bouche entrouverte du personnage. C'est le point clé de l'œuvre. La vraie plaie est aveuglée et recouverte, mais la manifestation de la douleur, elle se fraye un chemin pour sortir par les lèvres. C'est fou. C'est comme si le silence lui-même se mettait à saigner. C'est une très belle image. Merci, mais du coup, comment on explique ça psychologiquement parlant? Pourquoi la souffrance ne sort pas par là où le coup a été porté? Eh bien, la réponse, elle réside dans nos mécanismes de répression psychique. Ce que l'image décrit ici de manière hyper viscérale, c'est le concept du non-dit toxique. Quoi, ce fameux non-dit? Ouais, ce que certains psychanalystes appellent la pathologie du secret. Le bandeau blanc incarne un aveuglement volontaire ou parfois forcé face à une réalité qui est juste insoutenable. Genre, on se ferme les yeux pour pas affronter la vérité. C'est ça. Quand l'esprit humain subit un choc ou un traumatisme beaucoup trop intense pour être traité consciemment sur le moment, la première réaction de défense, c'est super souvent le déni. On bande les yeux. Le fameux instinct de l'autruche, quoi. Si je ne le vois pas, ça n'existe pas. On fait comme si de rien n'était, en espérant secrètement que la douleur finisse par disparaître toute seule. Sauf que l'énergie de ce traumatisme, elle disparaît pas pour autant par magie, on est bien d'accord. Ah non, pas du tout. L'énergie émotionnelle, elle obéit aux mêmes lois que la thermodynamique en fait. Elle ne se perd jamais, elle se transforme. Ok, intéressant. Si un individu s'interdit de regarder sa propre blessure, s'il l'étouffe constamment, cette énorme charge traumatique va inévitablement chercher une autre voie d'évacuation. Elle doit sortir d'une manière ou d'une autre. Et donc c'est là que la bouche entre en jeu. Exactement. Symboliquement, la bouche, c'est l'organe de la parole, de la vérité articulée, de la communication. Ici, au lieu de produire des mots pour exprimer la douleur ou raconter le trauma de manière saine, Elle laisse échapper ce fluide. voilà. Elle laisse échapper un fluide informe, visqueux, toxique. Le trauma qui n'a pas pu être mis en mots se transforme littéralement en un vomissement émotionnel. C'est une image assez dégueulasse, mais hyper parlante. L'incapacité de voir et de nommer son propre mal transforme ce mal en un poison qui déborde de soi, échappant totalement à notre contrôle conscient. Et du coup, le fait qu'il soit dessiné à l'envers, ça prend tout son sens. La gravité fait le travail à sa place. Il est totalement passif face à cet écoulement intérieur qu'il ne maîtrise plus du tout. C'est ça. Il subit. Il ne voit même pas les conséquences de ce qu'il est en train de déverser, ce qui rend la situation vraiment terrifiante pour les autres. Absolument. D'ailleurs, c'est ouf, en observant le mouvement de ce fluide, il y a une image qui me vient à l'esprit. Si on recule un peu, tu vois, et qu'on regarde la silhouette globale qui est formée par les deux têtes connectées par ce flot rouge, on dirait presque un sablier. Un sablier. Ouais, un genre de sablier macabre, tu vois. Ah oui,
L'image est frappante, c'est vrai. On a bien ces deux réceptacles superposés, régis uniquement par la loi de la gravité. Sauf que, au lieu de mesurer le temps avec, genre, un sable fin, sec et bien régulier, ce sablier, il mesure le transfert de la souffrance d'un être humain à un autre. Et ça, avec un fluide lourd et super organique. L'entité supérieure se vide de sa douleur et, ce faisant, elle empoisonne la seconde. C'est exactement ça. Et c'est là que ça devient vraiment intéressant. Parce que le sang, il tombe pas juste dans le vide. Il a une destination qui est extrêmement claire. Le personnage situé en bas. Le receveur. Voilà. Lui, contrairement au premier, il est à l'endroit, mais sa tête est projetée violemment en arrière. Le cou est tendu à son rompre. La bouche est béante, les mâchoires sont crispées. Grave. On a presque l'impression d'entendre un cri déchirant percer le silence de la toile. Et ce qui est terrible, c'est que ce cri semble littéralement être alimenté par la souffrance de l'autre. Le sang coule depuis la bouche de l'aveugle renversé et se déverse de tout son poids directement dans ou sur la gorge ouverte du personnage inférieur. Ça éclabousse son menton, ça inonde son cou, ça strie son torse. Il y a une vraie continuité matérielle de l'angoisse entre les deux. Oui, le transfert est visuellement indéniable. Mais là, du coup, je dois me faire l'avocat du diable 2 secondes. Quand on garde la posture du personnage du bas, la tête violemment rejetée en arrière, on pourrait très bien se dire qu'il subit une agression unilatérale. C'est la lecture la plus directe, oui. Genre, c'est l'aveugle qui, par sa propre ignorance ou son refus de se soigner lui-même, empoisonne juste une victime collatérale innocente. Il lui déverse sa toxicité dessus, l'étouffant sous le poids de son propre déni. Est-ce qu'on doit voir le personnage du bas uniquement comme un malheureux dommage collatéral involontaire? Écoute, on peut tout à fait l'interpréter comme ça. Ça peut représenter une relation abusive typique où le fardeau d'une personne écrase littéralement l'autre. Mais Mais il y a autre chose. l'ambiguïté de la composition permet d'aller beaucoup, beaucoup plus loin. Le cou tendu et la bouche ouverte du personnage inférieur, ça peut évoquer la suffocation, certes, mais ça évoque aussi une forme de réceptivité tragique. Attends, comment c'est à une réceptivité? Si tu regardes bien, le personnage du bas semble presque happer le fluide. Ses yeux ne sont pas clairement définis non plus, tu as remarqué. Ils sont lisses, à peine esquissés, à moitié hors champ. Ah, j'avais pas fait gaffe à ses yeux à lui. C'est vrai. Cela nous plonge direct dans une seconde interprétation, l'idée d'une boucle de codépendance, ou, pour utiliser un terme clinique en psychologie, la fameuse transmission intergénérationnelle du traumatisme. Waouh, ok. Transmission intergénérationnelle, c'est un terme assez lourd ça. On peut le déconstruire un instant? Bien sûr. Concrètement, comment un non-dit chez un parent, par exemple, peut-il se transformer en ce hurlement visible chez l'enfant? Si le trauma n'est jamais exprimé à voix haute, comment il peut être transmis avec autant de force à la génération d'après? C'est un processus fascinant mais aussi vachement terrifiant qui est super souvent lié à notre système nerveux autonome. Ok, explique-moi ça. Imaginons un parent qui a vécu une guerre, une perte tragique ou une grande violence dans sa jeunesse et qui décide pour avancer de ne jamais en parler. Le déni dont on parlait. Voilà, ce parent met le fameux bandeau blanc sur sa blessure. Il ravale ses mots, en apparence de l'extérieur, il a du silence, tout a l'air normal. Mais le corps humain, lui, il n'oublie jamais, Le corps garde une trace. toujours. Le parent va développer sans s'en rendre compte une hypervigilance. Il aura des crispations musculaires inexplicables, il va sursauter au moindre bruit, il y aura des silences super lourds d'angoisse dans la maison familiale. Et l'enfant, au lieu de tout ça, il capte tout ça. C'est ça. Un enfant qui grandit dans cet environnement-là, il ne reçoit pas de mots explicites sur l'événement tragique. Mais son propre système nerveux, qui est comme une éponge conçue pour s'adapter à son environnement pour survivre, il va calibrer sa propre sécurité sur le niveau d'anxiété du parent. Ah, la vache. Donc, l'enfant absorbe l'angoisse ambiante, la tension de la maison, mais sans avoir l'histoire qui va avec. Il capte le signal de danger, mais il ignore totalement d'où vient la menace. Exactement. L'enfant absorbe le trauma pur, brut, sans aucun contexte pour le comprendre. Le silence du parent, donc notre personnage du haut qui saigne sans rien voir, devient le fardeau complètement inexpliqué de l'enfant. Qui est notre personnage du bas qui hurle? Ne fait pas que recevoir la douleur. Et sa souffrance, c'est la continuation directe, la manifestation bruyante de la blessure muette du premier. C'est une vraie boucle d'agonie, ils sont prisonniers de ça ensemble. C'est terrifiant. Et cette emprise physique, d'ailleurs, elle est hyper accentuée par la manière dont le rouge coule sur le cou et le torse du personnage du bas. Comment tu vois ça? Les longues lignes rouges qui strient la peau super pâle du cou, ça ressemble presque à des barreaux de prison liquide. Le receveur est littéralement incarcéré par la substance qu'on est en train de lui déverser dessus.
Très juste. Et il y a cette dynamique de proximité extrême aussi. Les visages sont très proches l'un de l'autre, ils sont presque imbriqués l'un dans l'autre dans cet échange mobile. Cette proximité, elle est absolument primordiale pour le transfert. Pour qu'un empoisonnement émotionnel d'une telle ampleur ait vraiment lieu, il ne faut aucune distance de sécurité. Faut être proche de la personne. Voilà. Ce sablier macabre, comme tu l'as si bien décrit, il ne fonctionne que dans l'intimité, que ce soit une intimité parentale, comme l'exemple qu'on vient de prendre, ou même une intimité conjugale. Ah ouais, dans un couple, ça marche aussi. Bien sûr. Le fardeux toxique trouve sa cible uniquement parce que cette cible est désespérément proche, sans aucune défense, prête à tout recevoir par amour ou par simple dépendance émotionnelle. C'est fou. Ce qui rend l'œuvre aussi puissante à mes yeux, c'est vraiment la physicalité de ce fluide, cette sensation de poids extrême, de lourdeur, de presque d'asphyxie, tu vois. La texture joue un rôle énorme là-dedans, totalement. Et cela nous ramène à la façon dont l'image a été fabriquée, concrètement. Je veux dire, nous ne sommes pas devant une aquarelle vaporeuse et légère. Mhm. On ne regarde pas un petit dessin au fusain, sec et abstrait. Danny Zouir a choisi un médium très spécifique, l'huile sur toile. Et ce choix n'est jamais anodin. Ben oui, en art, la manière de déposer la matière est tout aussi importante que le sujet qu'on peint. Comment le choix de ce médium précis, l'huile, amplifie cette impression de transfert super oppressant? C'est très simple, l'huile est un médium d'une densité incroyable. Par nature, la peinture à l'huile sèche extrêmement lentement, tu sais. Et elle possède une viscosité, une brillance inhérente que d'autres peintures n'ont pas. Ouais, l'acrylique, c'est beaucoup plus plat, par exemple. Exactement. Et donc, quand un artiste utilise l'huile spécifiquement pour peindre du sang, comme c'est le cas ici, la matière elle-même contribue à l'illusion du réel, la façon dont la lumière accroche les pigments rouges, l'épaisseur de la pâte déposée sur la toile. On voit presque les coups de pinceau en relief, non? Oui, et ça crée une texture luisante, poisseuse, presque organique. Du coup, même figé dans le temps par le cadre du tableau, le sang donne l'impression purement physiologique d'être encore humide, d'être encore chaud au toucher. Et ça, notre cerveau primitif, il réagit immédiatement à l'idée d'un fluide corporel chaud, non? Ah oui, c'est immédiat. Ça déclenche direct une aversion, un recul instinctif. C'est tellement plus immédiat et efficace que de lire, genre, une longue définition théorique du traumatisme dans un bouquin. C'est clair. Mais au-delà de l'aspect visqueux, l'utilisation même de la technique de l'huile par un artiste contemporain pour un sujet aussi trash, ça me semble particulièrement transgressif. Tu penses à l'histoire de l'art. Ouais. L'huile sur toile, c'est quand même historiquement la technique reine des beaux-arts européens. C'est le médium pour faire des portraits de la noblesse, des paysages hyper paisibles ou des grandes scènes mythologiques grandioses. C'est très vrai. Il y a en effet un détournement saisissant de l'héritage classique ici. Prendre l'outil traditionnellement associé à la beauté bourgeoise ou religieuse et s'en servir pour disséquer l'horreur psychologique intime, c'est un acte de vraie rébellion. Ouais, c'est utiliser les armes des maîtres pour montrer ce qu'ils cachaient. La technique classique est totalement mise au service de l'informe et de l'indicible. Ce qui rend d'ailleurs la provenance de cette œuvre d'autant plus intrigante pour moi. On l'a dit au début, Danny Zouir est un artiste marocain ancré dans la ville de Meknès. Une ville magnifique. Une ville impériale, oui, profondément riche de son histoire, de son architecture, des détails ultra complexes de ses éliges, des couleurs super chaudes de ses médinas. Et puis il y a cette lumière méditerranéenne si particulière. C'est vrai que c'est un cadre très stimulant visuellement. Et en général, l'environnement visuel d'un artiste influence toujours, consciemment ou non, son travail. Et pourtant, quand on regarde cette huile sur toile, il y a une volonté presque farouche, je trouve, d'effacer absolument toute trace de cet ancrage géographique. C'est parce que c'est une démarche d'une immense ambition conceptuelle. L'artiste choisit très délibérément de s'extraire de son riche contexte local pour dépouiller son œuvre de toute distraction culturelle. Genre pour pas brouiller le message. Exactement. Il n'y a pas d'objet traditionnel, pas de vêtements spécifiques, pas de genre clairement défini pour ces deux personnages. Chauve, ni même, comme tu disais, une indication de lumière naturelle. Ce dépouillement extrême, c'est souvent la marque des grandes œuvres expressionnistes. En retirant l'identité locale, il parle à tout le monde. En retirant tout ce qui fait l'identité spécifique d'un lieu ou d'une époque, il touche directement au noyau dur, à l'universalité de la condition humaine. Et ça, c'est vraiment le génie de cette composition. Le transfert du fardeau émotionnel, l'aveuglement volontaire face à ses propres démons qu'on a évoqués, l'asphyxie d'un proche sous le poids de nos silences, ce ne sont pas des phénomènes propres à une culture spécifique. La souffrance n'a pas de passeport, comme on dit. C'est net. Qu'on soit à Meknès, à Tokyo, à New York ou à Paris,
Les mécanismes de défense de l'esprit humain restent fondamentalement les mêmes. L'artiste crée ici des espèces d'avatars vides de contexte, dans lesquels l'observateur, d'où qu'il vienne, est presque forcé de se projeter. Et du coup, la question qui surgit quand on regarde la toile n'est plus que regarde-t-on exactement, mais plutôt de quel côté du sablier se trouve-t-on nous? Ah ouais, c'est inconfortable comme question. Est-on celui qui refuse de voir sa propre blessure et ce faisant empoisonne son entourage à petit feu? Ou est-on celui qui suffoque, la tête rejetée en arrière, en ingérant malgré soi le non-dit toxique des autres? C'est ouf parce que la psychiatrie moderne, elle passe des heures et des heures à essayer d'expliquer ce qu'on appelle l'épidémiologie du désespoir. Tu veux dire comment ça se propage? Ouais, cette idée que le traumatisme est un système relationnel avant tout, et pas juste un problème individuel et isolé dans son coin. Un patient vient consulter pour des crises d'angoisse, par exemple, et le thérapeute finit souvent par découvrir que la source de l'anxiété n'appartient même pas au patient lui-même. Elle appartient à son environnement direct, à ses parrains, à son conjoint. Exactement. Et cette œuvre, elle synthétise cette réalité complexe en un seul regard. Danny Zwir, il n'illustre pas une petite douleur individuelle mignonne. Il cartographie carrément tout le réseau de la transmission toxique. Il nous montre avec une précision glaçante que le problème n'est jamais contenu dans un seul corps. L'aveuglement de l'un est la cause directe, matérielle presque, de l'agonie de l'autre. Le trait de peinture rouge vient trancher les visages lisses. Il agit comme une intrusion super violente qui brise l'intégrité même de celui qui reçoit. Le silence de l'un force le cri de l'autre à exister. C'est une vraie symphonie macabre d'action et de réaction. Et le fait de le voir ainsi, posé sur une toile, de manière inéluctable et brute, eh bien ça retire tout le romantisme à l'idée du sacrifice silencieux. C'est vrai, il y a un mythe autour de ça. Énormément. Souvent, les gens pensent honnêtement protéger leurs proches en taisant leurs souffrances, en mettant eux-mêmes ce fameux bandeau blanc sur leurs propres blessures. Mais l'œuvre démontre de façon implacable que ce refoulement n'est absolument pas un acte de protection. Au contraire, C'est juste le début d'un empoisonnement lent de ceux qu'on laisse s'approcher trop près de nous. franchement, c'est une conclusion aussi brutale que fascinante pour notre analyse. C'est une œuvre qui ne laisse pas indemne, c'est clair. On a entamé cette exploration aujourd'hui en cherchant à comprendre comment rendre visible l'invisible, tu vois. Comment traduire tout le flou d'un diagnostic psychologique en quelque chose de concret qu'on peut regarder. Et le contrat est rempli. Totalement. En partant de ce vide blanc angoissant et de cet éclat rouge vif orchestré par Danny Zwir, cet artiste de Meknès qui maîtrise si parfaitement la pesanteur organique de l'huile sur toile, eh bien, on a plongé dans les méandres les plus sombres de l'aveuglement et du non-dit. On a décortiqué la mécanique impitoyable de la douleur. Exactement. On a vu comment cette douleur, tel un fluide soumis aux lois de la thermodynamique, ne disparaît jamais vraiment, mais se déplace d'une âme à une autre avec une précision juste effrayante. L'art prouve vraiment ici sa supériorité sur le langage clinique habituel. Il va là où les mots de la médecine s'arrêtent. C'est ça. Il parvient non seulement à expliquer l'invisible, mais à nous en faire ressentir l'insoutenable lourdeur physiquement. C'est une composition magistrale, vraiment, qui nous force à observer bien en face l'anatomie de nos propres refoulements, et surtout de leurs victimes silencieuses, ou plutôt, comme on l'a vu, de leurs victimes hurlantes. Oui, hurlante, c'est le mot juste. Mais au moment de clore cette analyse de fou, il y a cette métaphore de notre sablier macabre qui continue de me poser une interrogation hyper troublante. Ah oui, laquelle? Si on accepte l'idée que la souffrance est ce flot lourd et visqueux qui s'échappe perpétuellement de la source aveuglée pour se déverser non-stop dans le réceptacle ouvert, eh bien, on doit aussi reconnaître les lois de la physique applicables au réceptacle. C'est-à-dire, Un sablier, même le plus macabre de tous, il a forcément une capacité maximale. Le volume d'agonie qu'un seul corps ou qu'un esprit peut contenir, il n'est pas infini. c'est très juste. Il y a un seuil de tolérance. Du coup, que se passe-t-il lorsque ce vase de chair, qui est tendu à l'extrême, finit par être plein à ras-bord? Ce cycle d'empoisonnement d'une entité à une autre finira-t-il par éclater sous la pression du trop-plein en ouvrant la voie à une libération super brutale, ou est-ce que l'humanité est vouée génération après génération à ingérer, digérer puis regurgiter aveuglement les traumatismes muets de ses prédécesseurs? C'est un vertige monumental que tu nous laisses là. Eh bien, c'est un vertige psychologique qui reste en suspens, je trouve, bien après avoir détourné le regard de la toile. Sur ce, merci de m'avoir accompagné dans cette réflexion intense aujourd'hui. Avec grand plaisir, c'était passionnant. Et à très vite pour une nouvelle plongée artistique et psychologique. Salut Eve.